J'ai voulu faire une surprise à mon fils au travail. Je lui apportais son déjeuner préféré, comme quand il était petit. Mais à l'accueil, un vigile m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. « Monsieur Lefebvre, votre fils est déjà avec son père. Regardez là-bas, il sort. » Et c'est là que j'ai compris que la honte la plus lourde, ce n'est pas d'être oublié, c'est d'être remplacé par un mensonge. Si cette histoire te touche, abonne-toi. Chaque jour, il y a une histoire ici qui pourrait être la tienne. Dis-nous de quelle ville tu regardes. Je m'appelle Marcel, Marcel Lefebvre. J'ai 67 ans et ça fait 3 jours que je ne dors pas. Ce n'est pas que je ne suis pas fatigué. Je le suis, je suis épuisé. Mais quand je ferme les yeux, quand j'essaie de me reposer, elle est là. L'image, la phrase, le moment exact où tout s'est effondré. Je me lève. Je marche pieds nus dans la maison. Le carrelage froid sous mes pieds, le silence de la nuit. Je bois de l'eau directement au robinet. L'eau descend dans ma gorge, mais elle n'étanche pas la soif. Elle n'enlève rien. Je retourne au lit. Monique dort. Elle respire doucement, tranquille. Et moi, allongé là, je regarde le plafond, je compte les fissures, j'attends que le jour se lève, j'attends que cette douleur s'en aille. Mais elle ne part pas. Elle ne part pas. Ça fait mal dans la poitrine, là, au milieu, comme si quelqu'un avait posé une pierre dessus et ne voulait pas l'enlever. Ce n'est pas le cœur. Je suis déjà allé chez le médecin. Ils ont fait un électro, une prise de sang, tout. Le docteur a dit que j'allais bien, que c'était du stress, que je devais me reposer, que je ne devais pas tant m'inquiéter, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas que cette douleur n'apparaît pas dans les examens, que cette douleur ne guérit pas avec des médicaments. C'est autre chose. C'est ce genre de douleur qui te ronge de l'intérieur. Doucement, comme une mythe qui fait des trous dans l'âme. Et tu continues à vivre, tu continues à marcher, tu continues à respirer. Mais à l'intérieur, tu n'es plus le même, il ne reste plus rien. Il y a 3 jours, je suis allé le voir, Julien, mon fils unique. Je voulais lui faire une surprise, lui faire plaisir. J'ai apporté une tourte à la viande maison, celle qu'il adorait quand il était gamin, celle que sa mère, Monique, faisait tous les dimanches. J'ai appris la recette après. Bon, maintenant c'est moi qui l'a fait pour lui. Je me suis levé tôt. J'ai haché l'oignon bien fin, le persil, les olives, l'œuf dur. Mes mains me faisaient mal à force de pétrir la pâte, mais je m'en fichais parce que je pensais. Je pensais qu'il allait sourire en me voyant, qu'il allait me serrer dans ses bras, qu'il allait dire « Merci papa, quelle bonne surprise ». J'ai imaginé toute la scène, son visage heureux, ses yeux brillants comme quand il était enfant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ça. Quand je suis arrivé devant l'immeuble où il travaille, je me suis senti petit, minuscule, comme quand j'étais enfant et que j'entrais dans cette grande église du centre. Tout était en verre, du verre qui reflétait le soleil et blessait les yeux. Haut, moderne, avec la climatisation qui sortait par les portes et te frappait au visage. Les gens entraient et sortaient en courant, tout le monde en costume, tout le monde avec une mallette en cuir, tout le monde important. Et moi là, debout avec mon pantalon de travail, celui que j'utilise pour travailler avec des taches de cambouis qui ne partent même pas avec du savon de Marseille, avec ma chemise bleu clair déjà délavée à force de lavage, avec mes vieilles chaussures, les seules bonnes que j'ai, déjà usées à la semelle, mais qui font encore l'affaire. J'ai regardé mes mains, des mains de mécanicien, calleuses, sales de graisse, incrustées sous les ongles, et j'ai pensé, je n'appartiens pas ici. Ce n'est pas ma place. Un type m'a arrêté à la porte, le vigile, jeune, en uniforme, poli, il m'a demandé qui je cherchais. J'ai dit que je cherchais mon fils, Julien Lefebvre, ingénieur. J'ai dit avec fierté, j'avais encore de la fierté à ce moment-là. Le vigile a pris une tablette, a regardé, m'a dévisagé et puis il a dit quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose qui n'avait aucun sens. Il a dit quelque chose sur le père de mon fils, que mon fils était déjà avec son père. Je suis resté silencieux, essayant de comprendre, sentant les mots rebondir dans ma tête, mais sans entrer. Ça n'avait pas de logique. Le père, c'est moi le père. Moi? De quoi ce jeune parle? J'ai ri, nerveux. Ce rire qui sort quand tu ne comprends rien.
Non, mon gars, c'est moi, son père. Moi, Marcel Lefebvre, j'ai montré ma carte d'identité comme si ça allait résoudre le malentendu, comme si le papier allait prouver quelque chose. Le vigile m'a regardé avec un mélange de confusion et de pitié. C'est de la pitié. Ce regard qu'on te donne quand on sait quelque chose que tu ne sais pas, quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne veut pas le dire. Il m'a rendu ma carte d'identité lentement. « Monsieur Lefebvre », m'a-t-il dit tout bas. Je connais le père de l'ingénieur Julien. Il vient tous les jours ici, regardez, il sort maintenant. Et il a pointé du doigt vers la sortie latérale de l'immeuble. J'ai tourné la tête lentement, comme au ralenti, et j'ai vu un homme de mon âge, à peu près, 60 et quelques, mais différent, tellement différent. Cheveux gris impeccables, coiffés avec du gel, costume gris foncé, cher, de ceux qu'on voit qu'ils sont chers, chaussures brillantes, montre en or étincelant au poignet, et à côté de lui, mon Dieu, à côté de lui il y avait Julien, mon fils, marchant ensemble, discutant, riant. Julien a mis sa main sur l'épaule de cet homme, comme je faisais quand il était petit, comme je lui avais appris. Et eux, là, marchant vers une grosse berline noire, luxueuse, comme s'ils étaient père et fils, comme si ce type avait pris ma place. Julien a levé les yeux une seconde, juste une seconde, mais ça a suffi. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu le sourire se figer sur son visage, j'ai vu la couleur disparaître, j'ai vu ses yeux s'écarquiller, comme quand il était enfant, et que je le surprenais à faire une bêtise. Mais cette fois, il n'est pas venu en courant s'excuser. Cette fois, il n'a rien dit. Cette fois, il a baissé le regard vite, comme si mon regard le brûlait, comme si j'étais quelqu'un qui ne devait pas être là. Il est monté dans la berline, a fermé la porte, l'autre homme a démarré et ils sont partis. Comme ça, sans plus, me laissant là debout à l'entrée, avec la gamelle de tourte encore chaude dans la main et le cœur en morceaux. Je ne sais pas comment je suis arrivé à l'arrêt de bus. Je ne me souviens pas avoir marché. Je me souviens juste que soudain, j'étais assis sur ce banc en fer qui brûle les jambes au soleil. La gamelle sur mes genoux, encore tiède, sentant encore la cuisine fraîche. Les gens passaient, montaient dans le bus, descendaient, marchaient vite avec leur vie. Et moi là, silencieux, immobile, sentant le monde tourner, mais moi je ne tournais pas avec. J'étais resté bloqué à ce moment-là, dans ce regard de Julien, dans cette seconde où il m'a vu et a décidé que je n'existais pas. Le bus est arrivé. Je suis monté, je me suis assis tout au fond, près de la fenêtre, et j'ai pleuré doucement, sans faire de bruit, pour que personne ne voie, parce qu'un vieux comme moi ne pleure pas en public. On ravale, on garde, on mange à l'intérieur jusqu'à pourrir. Quand je suis rentré à la maison, c'était déjà la fin d'après-midi. Sylvie, ma fille, m'attendait à la porte. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ça fait des mois qu'elle sait qu'il y a quelque chose de bizarre avec son frère. « Papa », elle a dit quand elle m'a vu descendre du bus. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour raconter, mais rien n'est sorti, rien. La gorge s'est fermée, les yeux se sont remplis de larmes à nouveau. J'ai secoué la tête que non. Je suis entré directement dans ma chambre, cette chambre où je dors depuis 40 ans, où sont nés mes rêves et mes cauchemars. Je me suis assis sur le lit et je suis resté là à regarder le mur. Sylvie est entrée, s'est assise à côté de moi, n'a plus rien demandé. Elle a juste pris ma main, cette vieille main rugueuse, et elle est restée là avec moi en silence jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, pensant, ressassant ce qui s'était passé. Qui était cet homme? Pourquoi Julien était avec lui? Pourquoi il m'a ignoré? Pourquoi il m'a remplacé? Les questions me dévoraient vivant. Et quand le soleil s'est levé, quand les oiseaux ont commencé à chanter dehors, j'avais déjà pris une décision. J'allais retourner à cette entreprise, et cette fois je ne partirais pas sans réponse. Cette fois j'allais parler à mon fils, même par la force, même si je devais attendre toute la journée, même si je devais faire un scandale. Il allait me donner les réponses que je méritais, parce que moi je suis son père, et personne ne peut m'enlever ça. Personne. Je me suis levé à 5 heures du matin, mais c'est un mensonge.
je ne me suis pas levé parce que je n'ai jamais dormi. J'ai passé la nuit entière les yeux ouverts, regardant le ventilateur tourner au plafond, attendant que le matin arrive, attendant le moment de retourner. Je me suis levé, mes genoux ont craqué, mon dos me faisait mal, mais peu importe. Je suis vieux maintenant. Tout me fait mal déjà. Je me suis lavé le visage avec de l'eau bien froide, jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, les ampoules jaunes, la peinture qui s'écaille autour et je me suis vu fatigué, avec des cernes profonds, mais plus déterminés. Aujourd'hui, j'allais lui parler. Aujourd'hui, j'allais enlever cette épine plantée dans ma poitrine. Monique s'est réveillée quand elle a entendu l'eau. Marcel, sitôt. J'ai dit que j'allais au garage, qu'il y avait du travail en retard. J'ai menti. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète plus qu'elle ne l'était déjà. Je suis arrivé à l'entreprise à 8h moins le quart. Le soleil venait à peine de se lever, les rues encore à moitié vides, mais les voitures commençaient déjà à arriver, une derrière l'autre, toutes pareilles, grises, noires, argentées, toutes brillantes, toutes chères. Ça faisait la queue à l'entrée du parking. Je suis resté au coin de la rue en face, sous un arbre sec. Cet arbre qui n'a plus de feuilles, mais qui fait encore un peu d'ombre. De là, je pouvais tout voir. L'entrée principale, le parking, les gens qui descendèrent de leur voiture avec leurs gobelets de café isotherme, avec leurs mallettes, avec les portables collés à l'oreille, tout le monde pressé, tout le monde avec cette tête de « j'ai une réunion importante ». Et moi là, silencieux, invisible, comme toujours, attendant mon fils, avec le cœur qui battait fort dans ma poitrine, si fort que je sentais le pouls dans mes tempes. À 8h30, je l'ai vue, sa voiture. Cette voiture gris métallisée qui coûte plus que tout ce que j'ai gagné dans ma vie. Elle est entrée dans le parking lentement, s'est garée à une place avec son nom peint au sol, Ing. Julien Lefebvre, c'était écrit là, avec de grandes lettres blanches, réservées pour lui, comme s'il était quelqu'un d'important. Et il est important, mais moi je suis celui qui l'a rendu important. C'est moi qui ai payé ses études. C'est moi qui ai travaillé double pour qu'il ne manque de rien. Je l'ai vu descendre de la voiture, costume bleu marine, impeccable, repassé, chemise blanche, cravate rayée, chaussures noires brillantes, portable à la main, parlant, riant avec quelqu'un de l'autre côté. Il avait l'air heureux, tranquille, comme si rien de mal ne se passait dans sa vie, comme s'il n'avait pas un père qui attendait au coin de la rue, le cœur brisé. J'ai traversé la rue vite, avant qu'il n'entre dans l'immeuble, avant qu'il ne disparaisse à nouveau. « Julien !» J'ai appelé, je n'ai pas crié, mais assez fort pour qu'il entende. Il s'est arrêté net, comme si on l'avait figé. Il a tourné la tête lentement, m'a vu et son visage, mon Dieu. Son visage s'est transformé. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la surprise, c'était de la panique. De la panique pure. Il a regardé autour de lui, vite, nerveux, comme cherchant si quelqu'un d'autre m'avait vu. Comme si j'étais une honte, comme si j'étais quelqu'un qu'il faut cacher, quelqu'un qui ne devait pas être là. Il a raccroché, a rangé le portable dans sa poche, et il est venu vers moi vite, à grandes enjambées, la mâchoire serrée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a dit quand il est arrivé près de moi, tout bas, presque en murmurant. Comme si dire papa était un gros mot, comme si c'était quelque chose dont il faut avoir honte. J'ai essayé de sourire. Ce sourire qui sort quand tu veux calmer quelqu'un. Je suis venu te voir, fils. J'ai besoin de te parler. C'est important. Il a secoué la tête que non. Vite, désespéré, les yeux allant de moi à la porte de l'immeuble. Comme calculant à quelle vitesse il pouvait s'enfuir. Pas maintenant, papa. J'ai une réunion dans 10 minutes. Ça ne va pas. J'ai fait un pas vers lui, je me suis approché. J'ai baissé la voix. Julien, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Hier, je suis venu ici et il m'a coupé la parole, a levé la main comme pour dire « ça suffit », comme quand tu demandes à quelqu'un d'arrêter de parler. « Pas ici », il a dit sec, tranchant. Il a essayé de se retourner, d'essayer de partir, mais je l'ai retenu par le bras. Pas fort, je jure que pas fort. Juste assez pour qu'il ne parte pas, pour qu'il m'écoute. Fils, s'il te plaît. Ma voix s'est brisée, brisée comme du verre. J'ai besoin de te parler.
Il a regardé ma main sur son bras. Il a regardé comme si ma main était comme si c'était une chose sale, quelque chose qui le salissait. Il s'est dégagé brusquement, a repoussé ma main. « Papa, tu vas me mettre dans les ennuis. » Il m'a regardé dans les yeux, et là il n'y avait rien. Rien du fils que j'ai élevé, juste un étranger, froid, distant. Je dois y aller. Il s'est retourné et il est parti en courant, littéralement couru vers la porte de l'immeuble, comme si j'étais un danger, comme si j'étais quelqu'un dont il faut fuir. Je suis resté là debout, le regardant partir, le sentant partir encore. J'ai respiré profondément, j'ai marché vers l'entrée décidée. J'allais entrer, j'allais le suivre, j'allais l'obliger à me parler, mais le vigile m'a arrêté, le même qu'hier. Le jeune en uniforme a mis sa main sur ma poitrine, légèrement mais ferme. Monsieur Lefebvre, il a dit « Je vous ai déjà dit hier, vous ne pouvez pas passer sans autorisation. » Je l'ai regardé. J'ai senti la colère monter dans ma gorge, chaude, amère. « C'est mon fils, » j'ai dit, crachant presque les mots. « Je veux juste lui parler 5 minutes. » Le vigile m'a regardé avec pitié. Encore ce regard, celui dont j'en avais déjà marre, celui qu'on te donne quand on sait que t'es foutu et qu'on ne peut rien faire pour t'aider. « Désolé, monsieur Lefebvre, je ne peux pas vous laisser passer. Ce sont les règles de l'entreprise. » Les règles, toujours les règles. Les règles qui protègent les uns et foutent les autres. Les règles qui font qu'un père ne peut pas voir son fils. Les règles ? J'ai demandé. J'ai senti ma voix trembler. Quelle règle ? Je suis son père. Le père ? Quelle règle dit qu'un père ne peut pas voir son fils ? Le vigile a baissé les yeux, gêné comme s'il ne comprenait pas non plus, comme s'il trouvait ça mal aussi, mais qu'il ne pouvait rien faire. « Je sais, monsieur Lefebvre, » il a dit tout bas. Il s'est approché un peu à regarder autour, genre vérifiant que personne n'écoutait. « Mais j'ai des ordres, je ne peux pas vous laisser entrer. » Ce mot « ordre » m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Des ordres. J'ai répété comme si je n'avais pas bien entendu, comme si je voulais qu'il répète. Des ordres de qui ? Le vigile a hésité. On voyait qu'il ne voulait pas parler, que ça lui coûtait, que ça lui faisait mal d'être celui qui devait me dire la vérité. Mais j'ai insisté. Je me suis approché plus. Je l'ai regardé fixement dans les yeux. « De qui ?» Et il a soupiré. A baissé la voix encore plus. Presque un murmure. De l'ingénieur Julien. Monsieur Lefebvre, hier quand vous êtes parti, il est venu et il m'a dit, il est resté silencieux. Il a dit quoi? J'ai poussé. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'entendre. Le vigile a dégluti. Il a dit que si vous reveniez, de ne pas vous laisser entrer. Que vous n'êtes pas autorisé. Les mots sont tombés comme des pierres, un par un, lourds, froids. De ne pas le laisser entrer, que je ne suis pas autorisé. Mon fils, mon propre fils, a donné des ordres pour me barrer, pour me traiter comme un étranger, comme quelqu'un de dangereux, comme quelqu'un dont il faut se protéger. J'ai senti mes jambes faiblir. Le sol a bougé sous mes pieds. Je me suis appuyé contre la paroi vitrée de l'immeuble, froide, lisse. Le vigile m'a tenu par le bras. « Vous allez bien, monsieur? Vous voulez que j'apporte de l'eau » J'ai secoué la tête que non. Je ne pouvais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, j'allais crier ou pleurer, ou les deux. Je me suis redressé lentement. Je me suis écarté du mur. J'ai regardé le vigile. « Merci, mon gars », je lui ai dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai remercié. Peut-être pour avoir été honnête, pour m'avoir dit la vérité, même si ça faisait mal. J'ai marché vers le coin, vers l'arbre sec où j'avais attendu. Je me suis assis sur le banc de l'arrêt, pas pour attendre le bus, juste pour m'asseoir. Parce que mes jambes ne me portaient plus, parce que j'avais besoin de digérer ce que je venais d'entendre. Mon fils ne veut pas me voir. Mon fils a donné des ordres pour qu'on me barre, comme si je n'étais rien, comme si je n'étais pas son père. 1 heure est passée, 2. Les gens allaient et venaient. Le soleil montait dans le ciel, il faisait chaud, mais je n'ai pas bougé, je ne pouvais pas, parce que je venais de comprendre une chose terrible. Mon fils est en train de m'effacer, de m'éliminer de sa vie. Et moi j'ai besoin de savoir pourquoi. Je ne suis pas parti. Je sais que j'aurais dû prendre le bus, rentrer à la maison, oublier tout ça, mais je n'ai pas pu. Quelque chose me disait de rester, d'attendre, d'observer. J'ai traversé la rue
il y avait un petit bistrot au coin, un de ces petits avec 3 tables sur le trottoir et une vieille machine à café dedans. Je suis entré, l'odeur de café frais, de pain grillé, de beurre qui fond. Je me suis assis à la table du fond. De là, par la fenêtre, je pouvais tout voir. La porte principale de l'immeuble, le parking, les gens qui descendaient de leur voiture avec leurs gobelets, avec leurs mallettes, avec les portables collés à l'oreille. Tout le monde pressé, tout le monde avec une fin de réunion. Et moi là, silencieux, invisible, comme toujours, attendant mon fils, avec le cœur qui battait fort. Midi passé, le soleil brûlait fort, la rue s'est remplie de gens sortant déjeuner, cadres, secrétaires, tout le monde courant, tout le monde affamé. J'en étais déjà à mon 3e café. La patronne du bistrot m'a demandé si j'allais commander autre chose. J'ai dit que non, juste le café. Et c'est là que je les ai vus, ils sont sortis ensemble. Julien et cet homme, celui au costume gris d'hier, mais aujourd'hui, il en portait un autre, bleu foncé, chemise blanche, cravate rouge, cheveux parfaitement coiffés, et Julien à côté, les deux riant, discutant, marchant lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme s'ils étaient père et fils sortant déjeuner ensemble. Une chose que moi et Julien n'avons pas faite depuis je ne sais même plus combien de temps, des années. J'ai laissé 2 pièces sur la table, je suis sorti du bistrot, je les ai suivis de l'autre côté de la rue, restant en arrière, comme un voleur, comme quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Mais je ne faisais rien de mal. Je voulais juste voir, j'avais juste besoin de comprendre. Ils ont marché 2 pâtés de maison en discutant tout le temps, gesticulant. Julien riait. Je n'entendais pas, mais je le voyais rire. Je voyais comment il bougeait les mains quand il parlait, comme quand il était enfant et qu'il me racontait les trucs de l'école. Mais maintenant il racontait à un autre, à un étranger. Ils ont tourné à un coin, je les ai suivis en essayant de ne pas les perdre, en essayant de garder mes distances, le cœur battant vite, fort. Je sentais le pouls dans mes tempes, dans mon cou. Ils sont arrivés à un restaurant, un de ces restaurants chics, façade en bois sombre. Grande plante dans des pots en ciment, une plaque dorée, le bouchon doré, vitre fumée, on ne voyait pas à l'intérieur. Un serveur en gilet noir a ouvert la porte, a salué l'homme en costume. « Monsieur de Montclair, quel plaisir de vous voir. » De Montclair, c'était son nom, Monsieur de Montclair. Ils sont entrés, la porte s'est fermée derrière eux. Je suis resté debout sur le trottoir d'en face, regardant le restaurant, pensant à quoi faire, si j'entrais, si je n'entrais pas, si je rentrais chez moi, si je restais. J'ai attendu 1 minute, 2, j'ai respiré profondément et j'ai traversé la rue. Je me suis arrêté devant la porte. Le serveur m'a regardé de haut en bas. Mes vieux vêtements, mes chaussures usées, mes mains de mécanicien. « Vous avez une réservation, monsieur ?» il a demandé. Pas avec méchanceté, juste en faisant son travail. « Non, j'ai dit, mais je vais déjeuner. » Il a hésité. « Laissez-moi voir si nous avons une table. » Il a ouvert la porte. Nous sommes entrés. À l'intérieur, il faisait froid, la climatisation forte, des tables avec des nappes blanches, des verres en cristal, des couverts en argent, de la musique douce en fond, des gens bien habillés mangeant, parlant bas, raffinés, chers. Moi, là, me sentant comme un animal bizarre, comme quelque chose qui ne cadre pas. Le serveur m'a conduit à une table tout au fond, presque cachée, derrière une grande plante. Parfait. De là, je pouvais les voir. Eux ne pouvaient pas me voir. Je me suis assis, j'ai enlevé ma vieille casquette que je portais. Je l'ai mise sur mes genoux. Le serveur a apporté le menu. J'ai ouvert. Les prix. Mon Dieu, les prix. Un plat coûtait ce que je gagne en 2 jours. J'ai fermé le menu. Juste une carafe d'eau, s'il vous plaît. Le serveur a acquiescé. Il est parti. J'ai regardé là où ils étaient. Table près de la fenêtre, la meilleure du restaurant. Julien assis dos à moi, l'autre homme, de Montclair, en face, mais il ne me voyait pas. Il était concentré sur Julien. Il discutait, riait, il y avait une bouteille de vin sur la table, des verres servis, du pain dans une corbeille, tout raffiné, tout parfait. Et moi là, caché derrière une plante, comme un voleur, comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là, comme quelqu'un qui n'est personne. Je suis resté à observer.
Je ne pouvais rien faire d'autre. J'observais comme quelqu'un qui regarde un film. De Montclair parlait. Julien acquiesçait, souriait. Parfois, il touchait le bras de Montclair, comme montrant de la confiance, de la proximité, comme on fait avec la famille, avec quelqu'un qu'on aime, qu'on respecte, qu'on admire. Et moi, je me souvenais quand Julien touchait mon bras comme ça, quand il était enfant, quand il me disait « Papa, regarde ça ». Et il me montrait ses dessins de l'école, quand il disait « Papa, je t'aime ». Avant de dormir, quand j'étais son héros, son monde, son tout. Mais ça c'est du passé, ça n'existe plus. Maintenant, son héros a un autre nom de famille, un autre compte en banque. Le serveur est allé à leur table, jeune, avec un carnet à la main. « Vous avez choisi, messieurs ?» il a demandé. Poli, serviable. De Montclair a regardé Julien. « Tu prends quoi, fils ?» il lui a dit. « Fils ?» Il l'a appelé fils. Et j'ai senti comme si on m'avait enfoncé un couteau. Mais attends, c'est pire. Julien a souri. « Je ne sais pas, papa. »« Commande-toi d'abord. »« Papa. » Il a dit clairement, dit fort. « Mon papa va commander d'abord. » Le monde s'est arrêté. Les sons sont partis, la musique, les conversations, tout. Il n'est resté que ce mot « papa » qui résonnait dans mes oreilles. Papa, papa. Papa comme un écho, comme une torture, comme un poignard qui entre et sort et entre encore. Je me suis accroché au bord de la table, fort, jusqu'à ce que mes doigts fassent mal, jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. J'ai respiré. J'ai essayé de respirer, mais l'air n'entrait pas bien, n'arrivait pas aux poumons. De Montclair a commandé quelque chose avec un nom français, chic, quelque chose de cher. Julien a commandé aussi. Le serveur a noté, a souri parfaitement. Autre chose? De Montclair a secoué la tête que non. Le serveur allait partir, mais il s'est arrêté. Il a regardé les deux, a souri plus. « Excusez-moi pour l'observation », il a dit, « mais que c'est beau de vous voir ensemble. On voit que vous êtes père et fils, même dans les gestes vous vous ressemblez. » Ils se ressemblent. Ils ne se ressemblent en rien. Rien. Mais le serveur ne savait pas. Personne ne savait. Personne ne savait que le vrai père était à 10 mètres, caché, détruit. Julien a ri. Pas un rire gêné, pas un rire de « Ah, quelle honte !» Non. Un rire vrai, fier. C'est vrai, il a dit au serveur. J'ai de la chance d'avoir un père comme lui. J'ai de la chance d'avoir un père comme lui. Les mots sont tombés comme des pierres, comme des briques, comme un immeuble entier par-dessus. J'ai de la chance. Et moi qui ai vendu ma camionnette quand il est né. Moi qui ai travaillé double pour qu'il fasse des études. Moi qui ai tout donné. Tout. Je ne suis pas de la chance. Je suis de la honte. Je suis ce qu'on cache, ce qu'on efface, ce qui n'existe plus. Je me suis levé vite. La chaise a fait du bruit. La plante a tremblé. J'ai laissé un billet sur la table. Je ne sais même pas de combien. Je m'en fichais. J'ai marché vite vers la sortie. La tête qui tourne, l'estomac retourné. Je suis sorti dans la rue. Le soleil m'a frappé au visage. Le bruit des voitures, des gens, tout est revenu d'un coup. J'ai marché vite, sans direction. J'ai tourné à un coin, il y avait une ruelle sombre, sale. Je suis entré, je me suis appuyé au mur et j'ai vomi. Littéralement vomi. Tout le café que j'avais bu, la bile, le dégoût, la douleur, tout est sorti. J'avais mal à l'estomac, mal à la poitrine, mal à l'âme. Je me suis essuyé la bouche avec le dos de la main. J'ai respiré profondément, lentement, essayant de me calmer, essayant de digérer, essayant de comprendre. Mais il n'y avait rien à comprendre. Mon fils m'avait remplacé. Mon fils avait un autre père et moi, je n'étais plus personne. Je me suis assis par terre dans la ruelle, là par terre dans la crasse, avec des ordures autour, avec une odeur de pourri, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que ma mère est morte. J'ai pleuré fort, avec du bruit, avec des sanglots, sans me soucier de qui me voyait, sans me soucier de rien, parce que je venais de voir une chose qu'on ne peut pas dévoir. Je venais d'entendre une chose qu'on ne peut pas désentendre. Mon fils appelant un autre homme papa, mon fils souriant avec un autre homme, mon fils étant heureux avec un autre homme. Et moi, je n'existais pas. J'étais mort. Mort vivant, effacé, remplacé, oublié. Du temps est passé, je ne sais pas combien. Je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes,
J'ai mis ma casquette et je suis sorti de la ruelle, mais je n'étais plus le même. Quelque chose s'était cassé en moi, quelque chose qui ne se réparerait jamais. J'ai marché sans but jusqu'à trouver une bibliothèque municipale, une de ces anciennes, avec une odeur de vieux livres, de moisis, de temps. Je suis entré, dedans il faisait frais, silencieux. Il y avait des ordinateurs dans un coin pour usage public gratuit. Je me suis assis à un, l'écran était sale, plein de traces de doigts. J'ai ouvert le navigateur. Mes mains tremblaient sur le clavier. J'ai tapé Philippe de Montclair. J'ai appuyé sur Entrée. J'ai attendu. L'ordinateur était lent, vieux. Ça a pris du temps, mais des résultats sont apparus. Beaucoup de résultats. Des pages et des pages. J'ai ouvert le premier. C'était un article d'un journal économique. Il y avait sa photo. Costume, sourire, entrepreneur de l'année, disait le titre. J'ai commencé à lire. Promoteur immobilier, propriétaire de Montclair & Associés, projet de plusieurs millions, immeubles, ponts, contrat avec l'État. Riche, très riche, veuf, sans enfant, 64 ans. Tout là, toute une vie résumée en 2 paragraphes. Et soudain j'étais ailleurs, à une autre époque. Hôpital public. 23 avril 1996, 3 heures du matin. Monique qui hurlait sur le brancard, en plein accouchement. Le médecin est sorti. Grave. Nous devons faire une césarienne, mais il y a des complications. Nous avons besoin de sang, et l'hôpital n'en a pas. Vous devez en trouver. Je suis sorti en courant à 3 heures du matin, cherchant du sang, cherchant de l'argent. Je suis retourné à la maison, j'ai pris les papiers de ma camionnette, la seule que j'avais, celle que j'utilisais pour travailler, pour transporter les outils, pour tout. Je suis allé chez un voisin qui achetait des voitures d'occasion. Je l'ai réveillé. « Combien tu me donnes pour ça maintenant tout de suite ?» Il m'a regardé de travers, mais il a vu ma tête, mon désespoir. 3500, il a dit. C'était peu, ça valait le double, mais je n'avais pas le temps. Affaire conclue, j'ai signé. Il m'a donné l'argent. Je suis retourné à l'hôpital, j'ai payé. Ils ont trouvé le sang, ils ont opéré Monique, Julien est né. 3,1 kilos, en bonne santé, parfait. Et moi, sans camionnette, mais avec mon fils vivant. Ça valait le coup, ou j'ai cru que ça valait le coup. Je suis retourné à l'écran. J'ai continué à lire. Philippe de Montclair, veuf depuis 13 ans, sans héritier direct, philanthrope, donnait à des causes sociales, apparaissait à des événements, à des galas, à des dîners de bienfaisance, toujours seul, toujours avec ce sourire travaillé. J'ai trouvé une interview, magazine économique. On lui posait des questions sur sa vie personnelle. Mon seul regret, disait-il, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. J'ai construit un empire, mais je n'ai personne à qui le laisser. Je n'ai pas de legs, pas de continuité. Ça fait mal, mais c'est la vie. On ne peut pas tout avoir. Pas d'enfant, pas de legs. Les mots martelaient dans ma tête. J'ai commencé à faire le lien. J'ai commencé à comprendre. Il a besoin d'un fils. Julien a besoin de quoi? De statut, d'argent, de relations. Et là, ils ont fait un accord sale, un accord où moi j'étais le perdant. Une autre image, un autre souvenir. Julien bébé. 3 mois. Il pleurait toutes les nuits, des coliques. Le pédiatre a dit que c'était normal, que ça passerait. Mais Monique ne dormait pas, elle était épuisée. Je travaillais le jour, je rentrais à la maison à 19 h, je dînais vite et après je prenais Julien. « Va dormir », je disais à Monique. « Je m'en occupe. » Et je l'emmenais. Je m'asseyais dans le vieux fauteuil à bascule du salon. Je le mettais contre ma poitrine et je le berçais d'avant en arrière. Des heures, 2, 3, 4. En chantonnant doucement. « Fais dodo, Colas mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. » Une berceuse que ma mère chantait et Julien s'endormait avec sa petite tête sur ma poitrine, sa petite main tenant mon doigt, et je restais là, silencieux, tenant le sommeil, pour ne pas le réveiller, pour qu'il se repose, parce que c'était mon fils, parce que je l'aimais, parce que je ferais n'importe quoi pour lui, n'importe quoi. J'ai fermé cet article, j'ai cherché plus, j'ai trouvé une vidéo, conférence de presse, de Montclair inaugurant un immeuble, parlant sérieusement, professionnellement. À la fin, un journaliste demande « Monsieur de Montclair, vous qui avez tant réussi, qu'est-ce qui vous manque ?»
Il est resté silencieux, pensant, et puis il a dit « Un fils. Il me manque un fils, quelqu'un qui continue ce que j'ai commencé, quelqu'un qui porte mon nom. Mais, bon, on ne peut pas tout avoir. » La caméra s'est focalisée sur son visage, et il y avait de la tristesse là, vraie, pas feinte. Et j'ai compris que cet homme utilise mon fils pour combler son vide, pour apparaître, pour faire semblant d'avoir ce qu'il n'a jamais eu. Et mon fils se laisse utiliser pour l'argent, pour le statut, par honte de moi, par honte de son vrai père. Un autre saut dans le temps. Julien avait 7 ans. C'était son anniversaire. À l'école, tous ses copains avaient un vélo. Lui, non. Un jour, il est rentré en pleurant. « Papa, tout le monde a un vélo sauf moi. Ça m'a brisé le cœur. » J'ai dit « Ton vélo va arriver, fils. Je te le promets. » Je n'avais pas d'argent, mais je me suis débrouillé. J'ai travaillé les samedis, les dimanches, les jours fériés, tout, réparant ce qui se présentait. Voiture, moto, même de l'électroménager. 3 mois, j'ai économisé assez. Je suis allé au magasin de vélo, j'en ai acheté un rouge avec des petites roues, avec une sonnette, je l'ai caché dans le garage. Le jour de son anniversaire, je l'ai emballé avec du papier journal. Je n'avais pas de papier cadeau. J'ai fait un nœud avec de la ficelle. Je lui ai donné. Il a déchiré le papier, a vu le vélo et il s'est mis à pleurer. Il m'a serré dans ses bras. « Merci, papa. T'es le meilleur papa du monde. » Et j'ai senti que tout valait le coup. Chaque heure supplémentaire, chaque dimanche perdu, tout. Parce qu'il était heureux et moi j'étais son héros. L'écran était toujours là avec la tête de Montclair, avec son empire, avec son argent, avec tout ce que je n'ai jamais eu. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi Julien l'a choisi, parce que de Montclair peut donner ce que je ne peux pas. Il peut ouvrir des portes, il peut le présenter dans des endroits où je n'entrerai jamais. Il peut le faire se sentir important, qui a réussi, riche, et moi je ne peux donner que de l'amour, du travail, du sacrifice. Mais ça ne vaut plus rien. Ça ne suffit plus. Ça a été jeté à la poubelle. L'échange est parfait. Julien gagne du statut, de l'argent, un avenir. De Montclair gagne un héritier, une continuité, un legs. Les deux heureux, les deux gagnants, les deux menteurs. Et de l'autre côté, il y a moi. Marcel Lefebvre, 67 ans, garagiste pauvre, oublié, effacé, mort vivant parce que, dans cette équation, je n'existe pas. Je suis le coût, celui qui s'est sacrifié, celui qui a payé, mais celui qui n'apparaît sur aucune photo, dans aucune présentation, dans aucun discours. Je suis le fantôme, l'erreur, ce qui reste, ce qui dérange, ce qui doit disparaître pour que le mensonge fonctionne. Je suis rentré à la maison cette nuit-là avec tout clair, tout compris. Sylvie m'attendait. Papa. Je me suis assis à la table, lourd, fatigué, brisé. Je sais tout maintenant, ma fille. Je sais comment ça marche. J'ai raconté chaque détail, chaque mensonge, chaque trahison. Elle pleurait. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai réalisé. J'ai réalisé une chose importante. Ils m'ont effacé, éliminé, tué dans leur histoire. Mais je suis encore vivant, j'existe encore. Et si j'existe, si je respire encore, alors je peux faire quelque chose. Je peux me défendre, je peux réclamer, je peux leur faire payer, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose de sombre, quelque chose qui avait dormi toute ma vie. De la rage pure et une envie de justice, de dignité, de récupérer mon nom, même si ça fait mal, même si ça coûte, même s'il faut tout détruire. J'ai envoyé des messages, beaucoup de messages, je ne sais pas combien. J'ai perdu le compte. Fils, j'ai besoin de te parler. Envoyé 2 coches bleues, lues mais aucune réponse. J'ai attendu 1 heure. Rien. J'en ai envoyé un autre. Julien, s'il te plaît, c'est important. Lu. Rien. Un autre. Juste 5 minutes. Je te demande s'il te plaît. Lu. Et finalement une réponse. Je suis occupé. C'est tout. 2 mots. Je suis occupé. Comme si j'étais un vendeur pénible. Comme si j'étais quelqu'un qui ne compte pas. J'ai insisté. Quand tu peux. Ça a pris 3 heures pour répondre. Je sais pas. Plus tard. Plus tard ce mot maudit, plus tard qui n'arrive jamais, plus tard qui veut dire jamais. J'ai envoyé d'autres messages pendant des jours. Fils, Julien, s'il te plaît. Et rien.
Soit il laissait en vue, soit il répondait sec. Je peux pas maintenant, non. Plus tard, toujours occupé, toujours sans temps. Pour moi, son père, celui qui l'a élevé, celui qui a tout donné. Alors j'ai décidé d'y aller, d'aller chez lui, parce qu'il devait bien avoir une maison, non? Un endroit où il habitait, un endroit où il dormait. J'ai demandé à Sylvie si elle savait où Julien habitait. Elle a cherché sur les réseaux sociaux, dans les photos, et elle a trouvé un immeuble moderne qui s'appelait Résidence Les Glycines. J'ai cherché sur Internet, 6e arrondissement, le quartier riche de la ville, résidence fermée, avec sécurité, avec gardien, avec tout. J'ai noté l'adresse sur un papier. J'y suis allé un mardi à 17h, heure où sûrement il rentrait du travail. J'ai pris le bus encore, traversant la ville du sud au nord, de mon monde au sien. J'ai mis 2 heures, je suis arrivé quand il commençait à faire nuit. L'immeuble était haut, 15 étages, façade blanche, immense baie vitrée, entrée avec tapis rouge, lumière chaude, plantes, un gardien à la porte, en uniforme, comme un hôtel 5 étoiles. Je me suis approché incertain, les mains dans les poches. Le gardien m'a vu arriver, il s'est tenu droit, professionnel. « Bonsoir, monsieur. Qui cherchez-vous » Le ton était poli, mais il y avait de la distance. Cette distance qu'ils mettent entre eux et les gens comme moi. « Julien Lefebvre », j'ai dit. « Je suis son père. » Le gardien a consulté une liste sur une tablette. « Julien Lefebvre, appartement Bidault 105. » Il a pris un téléphone, interphone, a composé, a attendu, et attendu, et attendu. Moi là debout avec le cœur dans la gorge, entendant la sonnerie. Une fois, 2, 3, 4, ça a raccroché. Il ne répond pas, monsieur. J'ai demandé encore. S'il vous plaît, essayez encore une fois. Il a composé à nouveau. Même résultat. Désolé, monsieur. Il ne répond pas. Vous voulez laisser un message? J'ai secoué la tête que non. Je vais attendre. Je me suis assis sur un canapé du hall, en cuir confortable, trop confortable pour quelqu'un comme moi. Le gardien me regardait du coin de l'œil de temps en temps, comme contrôlant, comme s'assurant que je n'allais rien faire de bizarre. Une demi-heure est passée, 1 heure, 2. Le gardien a changé de poste. Un autre est venu. Il m'a demandé ce que je faisais là, j'ai expliqué. Il a aussi appelé Julien. Rien, monsieur. Peut-être qu'il n'est pas chez lui. Je vais attendre quand même. J'ai dit têtu, obstiné, désespéré. Une autre heure est passée. Il était déjà 21 heures. Et là, je l'ai vu. Il est entré par la porte avec son costume, sa mallette, son portable à la main, fatigué. Il avait l'air fatigué. Il parlait au téléphone, riait. Il a marché droit vers l'ascenseur. Il ne m'a même pas vu. Je me suis levé vite. Julien. Ma voix a résonné dans le hall. Il s'est arrêté, s'est retourné, et son visage s'est décomposé, il a raccroché. Vite, il a rangé le portable, et il est venu vers moi. Pas content, pas surpris, contrarié. Il avait l'air contrarié. « Papa », il a dit quand il est arrivé près, tout bas, presque en murmurant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ce n'était pas un quelle surprise. Ce n'était pas un content de te voir. C'était un pourquoi t'es là à me déranger. J'ai essayé de sourire, mais le sourire n'est pas sorti. J'avais besoin de te parler, fils. Tu ne réponds pas à mes messages. Il a soupiré, long, fatigué, comme si j'étais un problème, un poids, quelque chose de lourd qu'il faut supporter. Papa, je suis occupé, j'ai beaucoup de travail. Je ne peux pas répondre à tous les messages, comme si j'en envoyais 50 par jour. J'en envoyais 1, 2 maximum, et même ceux-là, ils n'y répondaient pas. J'ai juste besoin de 5 minutes, s'il te plaît. Il a regardé le gardien qui nous regardait, intéressé, curieux. Viens, il a dit sec. Et il a marché vers dehors, sur le trottoir. Nous sommes sortis. La nuit était fraîche. On entendait le bruit des voitures sur l'avenue, au loin. Julien s'est arrêté sous un lampadaire, moi en face de lui, proche, mais sentant la distance. Cette distance qui n'est pas en mètres, mais en monde. « Fils, » j'ai commencé, la voix tremblante. « Pourquoi tu appelles cet homme papa ?» Direct, sans détour. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'entendre de sa bouche. Julien a détourné le regard. Il ne me regardait pas dans les yeux. « C'est compliqué, papa. » Compliqué, ce mot encore. C'est pas compliqué. J'ai dit ferme.
Soit je suis ton père, soit je ne le suis pas. Qui je suis? Il s'est gratté la nuque, gêné, comme quand il était enfant et que je le surprenais dans un mensonge. Tu es mon père. Évidemment que tu es mon père. Alors rien, papa. C'est autre chose. Quelle autre chose? J'ai insisté. J'avais besoin qu'il le dise, qu'il avoue. Julien m'a regardé finalement dans les yeux et il y avait quelque chose là, quelque chose de froid, quelque chose que je ne reconnaissais pas. Papa, je suis ton fils biologiquement. Mais il s'est arrêté. Mais quoi? Mais monsieur de Montclair, il s'intègre dans ma vie, dans mon travail, dans mon monde. S'intégrer. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Et moi, je ne m'intègre pas? J'ai demandé en connaissant la réponse, mais en ayant besoin d'entendre. Julien a baissé les yeux encore. Non, papa, tu ne t'intègres pas. Là, c'était la vérité crue, froide, dure, comme une gifle. Pourquoi? Ma voix est sortie brisée, presque un gémissement. Pourquoi je ne m'intègre pas? Julien a soupiré, frustré, comme si c'était évident, comme s'il ne devait pas expliquer. Parce qu'on est de mondes différents, papa. Tu es garagiste. Tu travailles avec tes mains. Tu ne comprends pas mon monde. Les réunions, les contrats, les affaires. Monsieur de Montclair comprend. Il me comprend, me conseille, m'ouvre des portes. M'ouvre des portes. Et moi, je t'ai ouvert la porte de tes études, la porte de ton avenir, la porte de tout ce que tu as maintenant. Mais ces portes-là ne comptent pas. Je suis ton père, j'ai dit, sentant les larmes brûler dans mes yeux, les retenant. Je n'allais pas pleurer, pas là. Oui, il a dit, tu es mon père, mais lui c'est comme un père aussi. Et c'est plus facile comme ça. Plus facile. J'ai répété. Plus facile pour qui? Julien m'a regardé sérieusement. Pour moi, pour ma carrière, pour mon avenir. Et moi? Toi, tu seras toujours là, papa, t'es mon père, ça ne change pas. Mais laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi grandir, laisse-moi être qui je veux être. Et qui tu veux être? J'ai demandé. Un menteur? Un fils qui a honte de son père? Son visage s'est durci. Je n'ai pas honte de toi, non, non. Alors présente-moi à ton travail, dis à cet homme que je suis ton père, que tu es mon fils, que je t'ai élevé, que j'ai payé tes études. Dis-le. Silence, long, pesant. Je ne peux pas, il a dit finalement. Pourquoi pas? Parce que c'est compliqué, encore. Compliqué, encore. L'excuse. Ce n'est pas compliqué, Julien. C'est simple. Soit tu me reconnais, soit tu ne me reconnais pas. Et tu as choisi de ne pas me reconnaître. Il a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça, papa. Alors c'est comment? Écoute, je ne veux pas parler de ça maintenant. Je suis fatigué. J'ai eu une longue journée. J'ai besoin de me reposer. Il s'est retourné, a commencé à marcher vers l'immeuble. Julien, j'ai appelé. Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. J'ai besoin que tu comprennes une chose, j'ai dit. Je t'ai tout donné. Tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et toi, tu es en train de m'effacer et de me tuer, tu comprends ça? Silence, son dos raide. Je ne te tue pas, papa. Je vis juste ma vie. Et il a continué à marcher. Il est entré dans l'immeuble. Les portes vitrées se sont fermées derrière lui et moi, je suis resté là sur le trottoir seul, avec les mots coincés, avec la douleur qui explosait dans ma poitrine, avec la certitude que je venais de perdre quelque chose que je ne récupérerai jamais. Je suis rentré à la maison tard, en bus, regardant par la fenêtre, les lumières de la ville floues, parce que j'avais les yeux pleins de larmes. Monique m'attendait réveillée. Alors, elle a demandé. J'ai secoué la tête que non. Il ne veut pas parler. Il dit que c'est compliqué, que je ne m'intègre pas dans sa vie. Monique m'a serré dans ses bras, et j'ai pleuré là dans ses bras, comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance, parce que je venais de comprendre une chose, que mon fils avait le choix, mais il ne m'a pas choisi. Il a choisi l'autre, celui qui a de l'argent, celui qui convient, celui qui s'intègre. Et moi je n'étais plus rien, juste une gêne, un souvenir embarrassant, une erreur qu'il faut cacher. Et ça faisait plus mal que n'importe quel coup, plus que n'importe quelle maladie, plus que n'importe quoi qui m'était arrivé dans ma vie. Si tu écoutes mon histoire, s'il te plaît, commente d'où tu regardes. Parfois, savoir qu'il y a des gens dans le monde qui m'écoutent me donne la force de continuer.
2 jours plus tard, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Mon portable a sonné. C'était lui, Julien, qui m'appelait, pour la première fois depuis des mois. Je suis resté à regarder l'écran, le nom Julien, qui clignotait. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai répondu vite, avant qu'il ne raccroche. « Allô ?» Ma voix est sortie tremblante, nerveuse. « Papa ». Sa voix douce, différente. Elle n'avait pas ce ton froid de l'autre fois. Elle sonnait comme avant, comme quand il était plus jeune. « Oui, fils, dis-moi. » J'ai senti de l'espoir. Une petite étincelle. Mais là, tu as raison. Il a dit, on doit parler correctement, sans se presser, sans interruption. Je me suis assis lentement sur la chaise de la cuisine, le cœur battant fort. Oui, j'ai dit, presque un murmure. Oui, fils, merci. Merci d'appeler. Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait, qu'il cédait, qu'il voulait parler. Que dirais-tu de samedi à 10 heures au café de l'avenue Jean Jaurès? Tu connais? Je connais, oui. Alors c'est bon, on se voit là-bas. J'y serai, fils. Il a raccroché et je suis resté avec le téléphone à la main, tremblant, souriant, pleurant, tout en même temps. Je suis sorti en courant le dire à Monique. Elle était dans la cour à étendre le linge. Monique, il a appelé. Elle s'est retournée surprise. Qui? Julien. Il a appelé. Il veut parler. Samedi. Il a dit que j'ai raison, qu'on doit parler. Monique m'a regardé et il n'y avait pas de joie sur son visage. Il y avait de la prudence, de la peur. Marcel. Quoi? Fais attention. Attention à quoi? C'est mon fils. Il veut parler, il veut arranger les choses. Elle a secoué la tête légèrement. Ce garçon n'est plus le même. Quelque chose a changé en lui. Ne te fais pas trop d'illusions. Comment je ne vais pas me faire d'illusions? Il a appelé pour la première fois depuis des mois. Il a appelé, il veut me voir. Monique a soupiré. Elle m'a serré dans ses bras. D'accord, fais juste attention, d'accord? Ne t'attends pas à trop. Mais je m'attendais déjà à trop. J'imaginais déjà la conversation, lui demandant pardon, moi pardonnant, nous serrant dans les bras, redevenant père et fils, comme avant, comme ça devrait être. Les jours jusqu'à samedi ont été éternels. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Je ne pensais qu'au rendez-vous, à ce que j'allais dire, à ce qu'il allait dire. Sylvie me voyait et secouait la tête. « Papa, ne te fais pas d'illusions. » Mais je n'arrivais pas à m'en empêcher. C'était mon fils, mon sang, et il m'avait appelé. Ça voulait dire quelque chose, ça devait vouloir dire quelque chose. Le samedi, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai pris une douche, je me suis rasé avec soin, je me suis coupé un peu au visage. Le sang a taché le coton. J'ai mis ma chemise blanche, celle que je mets pour les occasions spéciales. Mon pantalon bleu marine, le meilleur que j'ai. Mes chaussures noires, propres, brillantes. Je me suis coiffé, j'ai mis de l'eau de Cologne. Celle vieille que j'ai depuis des années. Monique m'a regardé. « Tu es très élégant. » « Je veux être présentable, j'ai dit, pour lui. » Elle a acquiescé. Triste. « Tu vas arriver très tôt. Peu importe, je préfère l'attendre. » Je suis sorti de la maison à 8h30. Le café était à 1 heure de bus. Je suis arrivé à 9h30, une demi-heure avant. Je suis entré, c'était joli, avec des tables en bois, des chaises confortables, des plantes suspendues au plafond, une odeur de café frais, de brioche. J'ai commandé un café. Je me suis assis à une table au milieu d'où je voyais la porte. J'ai bu le café lentement, regardant chaque personne qui entrait, attendant, nerveux, ému, avec peur, tout en même temps. Les minutes passaient. 10h moins 10, 10h moins 5, 10h pile et rien. Il est en route. J'ai pensé, le trafic. C'est samedi, il y a du trafic. 10h05, 10h10. J'ai appelé, messagerie vocale. J'ai envoyé un message. « Fils, je suis là, je t'attends. » 2 coches grises. Non délivré, c'est-à-dire son téléphone était éteint. 10h15, 10h20. J'ai commandé un autre café pour avoir quelque chose à faire avec mes mains, pour dissimuler l'anxiété. 10h30. Toujours rien, pas de message, pas d'appel. J'ai commencé à m'inquiéter. Il s'est passé quelque chose? Il a eu un accident? Il va bien? 11h. Ce n'était plus de l'inquiétude, c'était autre chose. C'était ce nœud à l'estomac qui dit que quelque chose ne va pas, que ça ne va pas se faire.
11h30. J'ai appelé encore. Messagerie. Message. Tu vas bien? Je suis inquiet. 2 coches grises. Rien. La patronne du café me regardait avec pitié. Encore ce regard. Vous voulez autre chose, monsieur? Non, merci. Midi. 1 heure de retard. Je savais déjà. Je savais déjà qu'il ne viendrait pas. Mais je suis resté à attendre parce que je suis bête, parce que j'ai espoir, parce que je suis un père qui n'arrive pas à arrêter de croire en son fils. Même si le fils n'y croit plus, même si le fils a déjà abandonné, 12h30 il est arrivé. Finalement il est entré précipité, en tenue de sport, t-shirt, short, basket. Il venait de la salle de sport, on voyait, en sueur, les cheveux mouillés, il m'a vu, il a marché vers moi. Désolé papa, je suis en retard. En retard. 2h30 de retard, mais je n'ai rien dit. Je me suis juste levé et je l'ai serré fort dans mes bras. Il m'a serré aussi, mais pas pareil. C'était une accolade rapide, formelle. Je n'ai pas senti d'amour là, mais je me suis contenté parce qu'au moins il était venu. Nous nous sommes assis, j'ai commandé un autre café. Il a commandé un jus et nous voilà, face à face, après des mois, mon fils et moi, dans un café comme 2 étrangers qui vont parler affaires. Fils, j'ai commencé. Merci d'être venu. Il a acquiescé. Tu as raison, papa. On doit parler, éclaircir les choses. De l'espoir. Encore. L'espoir qui monte. Oui, parce que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi cet homme, monsieur de Montclair, il m'a coupé? C'est monsieur de Montclair. Pourquoi tu l'appelles papa? Julien a soupiré. Écoute, papa, c'était une erreur. Un malentendu qui a dérapé. Un malentendu, oui. Quand je suis entré pour travailler dans l'entreprise, monsieur de Montclair m'a pris sous son aile, me conseillait, m'enseignait. Et à un événement, quelqu'un a supposé qu'il était mon père et moi, je n'ai pas corrigé. Pourquoi pas? Parce que j'ai eu honte. Parce que je n'ai pas voulu expliquer. Parce que c'était plus facile de laisser passer. Plus facile. Toujours plus facile. Et après ça s'est répété et je n'ai plus su comment corriger. Et c'est resté comme ça. Mensonge. Tout sonnait comme un mensonge, mais je voulais croire. J'avais besoin de croire. Mais pourquoi avec moi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne viens pas à la maison? Il s'est agité, mal à l'aise sur sa chaise. Parce que je suis occupé, papa. Le travail est très dur. J'ai beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Mais pour lui, tu as du temps. Les mots sont sortis durs, avec du ressentiment. Julien m'a regardé ferme. C'est mon chef, papa, mon mentor. Je dois être disponible pour lui. Et pour ton père? Non, tu ne comprends pas, papa. C'est différent. Explique-moi, fais-moi comprendre. Il a soupiré frustré, comme si c'était évident, comme si j'étais lent. Dans mon travail, il y a des codes, des façons de faire. Il faut être vu, il faut être présent. Il faut mentir. J'ai coupé. Il faut faire semblant. Il faut cacher son vrai père pour être bien avec un étranger. Son visage est devenu sérieux. Ce n'est pas un étranger. C'est un homme qui m'aide à grandir professionnellement. Et moi, je t'ai aidé à faire quoi? Ma voix s'est brisée. Rien. Tout ce que j'ai fait ne signifie rien. Julien a baissé les yeux. Ça a beaucoup signifié, papa, et je te remercie. Mais ça, c'était avant. Avant, comme si ma vie avait un avant et un après, et dans l'après, je n'existais pas. Julien, écoute-moi, j'ai dit en tenant sa main par-dessus la table. Je ne demande pas beaucoup, juste que tu me reconnaisses, que tu ne me caches pas, que tu ne fasses pas semblant que je n'existe pas. Il a laissé que je tienne sa main, mais il n'a pas serré en retour. D'accord, papa, je vais parler avec monsieur de Montclair. Je vais tout éclaircir. Je vais dire la vérité. Que tu es mon vrai père? Vraiment. Il m'a regardé dans les yeux. Et pendant un moment, pendant 1 seconde, j'ai cru voir mon fils là, celui d'avant, celui qui m'aimait, celui qui me respectait. Merci, fils. Merci. Je pleurais. Je m'en fichais. J'ai laissé les larmes couler. Je t'aime, fils. Je t'aime tellement. Il a acquiescé. Moi aussi, papa. Les mots dont j'avais besoin, les mots qui me sauvaient. On a fini le café, on a parlé un peu plus de choses banales, du temps, du travail, de rien d'important,
Mais on était ensemble à parler, et c'était suffisant. Quand on s'est dit au revoir, je l'ai serré encore fort. Merci d'être venu. Merci de m'avoir écouté. C'est bon, papa. Tout va s'arranger. Il est parti et je suis resté là debout sur le trottoir, le regardant partir en voiture, souriant, sentant que j'avais récupéré quelque chose, que tout allait s'améliorer, que mon fils redevenait mon fils. Je suis rentré à la maison en flottant, heureux. J'ai raconté à Monique. Elle a écouté en silence et quand j'ai fini, elle a juste dit « Pourvu, Marcel, pourvu ». Une semaine est passée. Une semaine où je me suis senti père à nouveau, où j'ai eu de l'espoir à nouveau, et le mardi suivant, j'ai décidé d'aller à son entreprise parce qu'il m'avait invité. Bon, pas directement, mais il avait dit qu'il allait tout éclaircir. Alors j'y suis allé avec mes vêtements propres, avec mes chaussures brillantes, avec un sourire. Je suis arrivé à midi, heure du déjeuner, je suis allé voir le vigile, un autre vigile, pas celui des autres fois. Bonjour. Je viens voir Julien Lefebvre. Je suis son père, il m'a invité. Le vigile a consulté la liste, la tablette a froncé les sourcils. Il n'y a aucune autorisation, monsieur. Comment ça, il n'y a pas? Aucun Marcel Lefebvre autorisé. Mais mon fils m'a invité. On a parlé, il m'a dit que, et là je l'ai vu sortir de l'immeuble, Julien. Avec lui, avec de Montclair, riant, discutant, comme toujours, comme si rien, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Le vigile a suivi mon regard. Ah, regardez, l'ingénieur Julien sort avec son père, monsieur de Montclair. Son père, il a dit encore, comme si c'était normal, comme si c'était vrai. Et j'ai compris que tout avait été mensonge, que tout avait été manipulation, qu'il m'avait fait croire pour que je le laisse tranquille, pour que je ne le dérange plus. Et ça a marché, parce que j'ai cru comme un imbécile, comme un vieil idiot qui croit tout ce que son fils dit. Je les ai vus monter dans la berline, je les ai vus partir. Et quelque chose en moi s'est brisé, quelque chose qui ne pourrait jamais se réparer. Je suis rentré chez moi ce jour-là comme un mort qui marche, qui respire, mais qui à l'intérieur n'a plus rien. Sylvie m'attendait à la porte, m'a vu descendre du bus, a vu ma tête et elle a su. Papa. Elle s'est approchée, m'a tenu le bras, m'a aidé à entrer comme si j'étais un invalide, comme si j'étais un vieux qui ne peut plus tenir tout seul. Et c'est comme ça que je me sentais, invalide, brisé, fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé quand nous étions à l'intérieur, au salon. Je me suis assis sur le canapé, ce vieux canapé qui est enfoncé de mon côté, tellement je m'y assieds. Il a menti, j'ai dit. La voix sortant rauque, comme si j'avais crié. Alors que je n'avais pas crié, j'avais juste avalé, tout avalé. Il m'a fait croire qu'il allait arranger les choses. Et c'était un mensonge, tout était mensonge. Sylvie s'est assise à côté de moi, m'a pris la main. « Papa, ça suffit, c'est assez. Défends-toi. » Me défendre? J'ai ri amèrement. Comment? Avec quoi? Je n'ai rien. Sylvie m'a regardé fixement avec ses yeux qui sont pareils à ceux de sa mère quand elle était jeune, décidée, ferme. Il doit y avoir quelque chose, papa. Quelque chose dont il a besoin de toi. Quelque chose qu'il a à perdre. J'ai secoué la tête que non, il n'y a rien, ma fille. Il n'a besoin de moi pour rien. Papa, elle a insisté, cherche dans tes papiers, dans tes affaires. Il doit y avoir quelque chose. Je ne comprenais pas ce qu'il pouvait y avoir. Je n'avais rien de valeur, rien qui compte pour Julien, rien qui serve pour son monde d'entrepreneurs et de cravates et de voitures importées. Mais elle a insisté. Cherche. Alors je me suis levé fatigué, sans envie, mais j'ai obéi. Je suis allé dans ma chambre. Dans la vieille armoire, j'ai sorti la malle, cette malle en bois que j'ai apportée quand je me suis marié avec Monique, lourde, avec une odeur de vieux, de renfermé. Je l'ai mise sur le lit, j'ai ouvert le couvercle, ça a grincé, les charnières rouillées protestaient. À l'intérieur, il y avait de tout. Des photos anciennes en noir et blanc de mes parents, de quand nous étions petits, des documents, mon livret militaire, mon certificat d'études primaires, le seul que j'ai, parce que après j'ai dû travailler, je n'ai pas pu continuer à étudier. Des vieilles factures du garage d'il y a des années, jaunies, avec les chiffres écrits à la main, des contrats, de quand j'achetais des outils, de quand je vendais des services, tout l'a gardé, comme des souvenirs d'une vie déjà passée. J'ai commencé à fouiller un par un.
Sylvie à côté de moi qui m'aidait. « C'est quoi ça, papa ?»« Une vieille facture. »« Et ça ?»« Le bail du garage. » Nous avons continué papier par papier. Et alors, tout au fond, coincé entre deux dossiers, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, fermée avec un élastique déjà usé. Je l'ai prise, je l'ai ouverte, à l'intérieur des papiers officiels, avec des tampons, avec des signatures. Brevet d'invention, c'était écrit en haut, avec de grandes lettres noires. Capteur de température de précision pour machines industrielles. J'ai lu lentement en assimilant. Inventeur Marcel Lefebvre. Mon nom là sur un papier officiel avec le tampon de l'INP. Date 23 juillet 2006, ça fait 19 ans. « C'est quoi ça, papa ?» a demandé Sylvie. Je suis resté à regarder le papier, me souvenant. C'est un capteur que j'ai inventé il y a des années au garage pour mesurer la température dans les moteurs. C'était simple, mais ça marchait bien. Un ami avocat m'a dit de le breveter. Par précaution, il a dit « Alors je l'ai fait, j'ai payé, j'ai rempli des formulaires et ils me l'ont donné. J'ai continué à lire les conditions, les droits, et alors j'ai vu quelque chose dont je ne me souvenais pas. Autorisation d'usage commercial cédée à Industrie Technique Rhône-Alpes. L'entreprise où Julien travaille. Papa, la voix de Sylvie, tremblante. Tu as donné ton brevet à l'entreprise de Julien ? J'ai acquiescé lentement, me souvenant. Oui, quand Julien est entré pour travailler là-bas, il m'a raconté que l'entreprise fabriquait des capteurs. Je lui ai montré mon brevet, il a été surpris. Il a dit que ça valait de l'argent, que l'entreprise pouvait me payer des redevances. Mais j'ai dit que non, qu'il l'utilise gratuitement pour l'aider lui, pour qu'il grandisse, pour qu'il le trouve bon. J'ai ri encore de ce rire amer. J'ai signé un papier autorisant l'usage sans frais pour toujours ou jusqu'à ce que je révoque. Sylvie a pris le papier, a lu, les yeux allant vite d'un côté à l'autre. « Papa, ici ça dit que tu peux révoquer l'autorisation quand tu veux. » « Oui, mais rien, papa. Ça, c'est ton arme. C'est ce dont tu avais besoin. » Sylvie a pris son portable, a cherché vite, les doigts volant sur l'écran. « Industrie Technique Rhône-Alpes » elle a murmuré. Elle est entrée sur le site de l'entreprise. Catalogue, produits, elle ouvrait un par un et il était là, sur tous. Capteur de température MLF 06. MLF, Marcel Lefebvre. Mon capteur avec mes initiales sur tous les produits, sur les machines, sur les équipements, sur tout. Papa, Sylvie m'a montré l'écran. Ton capteur est sur tous les produits qu'ils fabriquent, tout ce qu'ils vendent à ton invention. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était pas de la douleur cette fois, c'était autre chose. C'était du pouvoir. Pour la première fois depuis des jours, je sentais que j'avais quelque chose dont ils avaient besoin, quelque chose qui leur ferait mal de perdre. Ça veut dire quoi ? J'ai demandé. Même si je savais déjà, si j'avais déjà l'intuition. Sylvie a continué à chercher, à lire. Ça veut dire, papa, que si tu révoques l'autorisation, ils ne peuvent plus rien fabriquer. Rien. Toute la production dépend de ton capteur. Elle m'a montré plus de contrats, d'appels d'offres, de projets, des millions d'euros de contrats, tous basés sur des produits qui utilisaient mon capteur, mon invention, celle que j'ai donnée en cadeau, celle que j'ai cédée pour aider mon fils. Et si je révoque ? J'ai demandé. Ma voix tremblait. Sylvie m'a regardé. L'entreprise s'arrête. Elle doit tout suspendre, chercher un autre fournisseur, tout reconcevoir. Ça prend des mois, des années peut-être, et les contrats sont perdus parce qu'ils ne peuvent pas les honorer. Et Julien ? Julien, elle a hésité. Julien est le responsable technique des capteurs. Si l'entreprise s'effondre à cause d'un problème avec les capteurs, c'est lui le responsable. Ils vont le virer. Je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux, regardant le papier, ce vieux brevet, jauni, avec mon nom, avec ma signature, avec mon avenir et celui de mon fils écrit là. J'ai pensé à Monique Cousin jusqu'à 3 heures du matin, les yeux rouges, les doigts gonflés. Pour payer les études de Julien, j'ai pensé aux nuits sans dîner, aux anniversaires sans gâteau, aux Noëls sans cadeau, tout pour qu'il étudie, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne quelqu'un. J'ai pensé à ces mots. Tu ne t'intègres pas. J'ai honte. Monsieur de Montclair, c'est comme mon père.
J'ai pensé au mensonge, à la trahison, à la douleur, et quelque chose en moi s'est durci. Comme du métal, comme de la pierre. Appelle ton maître Bernard, j'ai dit à Sylvie. L'avocat? Oui, dis-lui que j'ai besoin de le voir en urgence. Maître Bernard est venu à la maison le soir même, vieil ami, de quand on partageait le banc à l'école primaire, avocat maintenant, avec son propre cabinet. Je lui ai montré le brevet, j'ai tout expliqué. Il a lu lentement, avec soin. Quand il a fini, il m'a regardé. Sérieusement, Marcel, ça c'est du solide. Tu peux révoquer quand tu veux. C'est ton droit. Mais il s'est arrêté. Mais quoi, mais réfléchis bien, ton fils va souffrir. L'entreprise va couler ou presque. Il va y avoir des licenciements, des procès, des problèmes juridiques. Et Julien sera le premier à tomber. J'ai acquiescé, je savais, je comprenais. Et qu'est-ce qui se passerait exactement? Maître Bernard a expliqué. On fait une lettre recommandée révoquant l'autorisation. On donne 30 jours pour qu'ils arrêtent d'utiliser ton brevet. S'ils ne le font pas, on attaque. Pour usage non autorisé de propriété intellectuelle, les dommages peuvent se chiffrer en millions. Et s'ils le font, s'ils arrêtent d'utiliser le capteur, ils arrêtent toute la production. Ils ne respectent pas les contrats, ils perdent les clients, ils perdent la réputation. En gros, ils coulent. Je te dois combien pour ça? J'ai demandé. Maître Bernard a secoué la tête. Rien, Marcel, tu es mon ami. En plus, après ce que tu m'as raconté, après ce que ton fils t'a fait, tu me paies en me laissant t'aider. Il s'est levé, a mis sa main sur mon épaule. Tu es sûr? Il a demandé. C'est ton fils. C'est ton sang. Une fois que tu fais ça, on ne revient pas en arrière. J'ai regardé par la fenêtre, vers la rue, vers le monde dehors. J'ai pensé à Monique, à Sylvie, à moi, à ma dignité, à mon nom, à tout ce que j'ai donné et à tout ce qu'on m'a pris. J'en suis sûr, j'ai dit la voix ferme sûre, pour la première fois depuis des semaines. Fais la lettre. Maître Bernard a acquiescé. Demain, je te l'apporte. Et il est parti, me laissant là avec le brevet à la main, avec le poids de la décision, avec l'avenir sur un papier jauni de 19 ans. Le lendemain, Maître Bernard est revenu avec la lettre formelle, légale, impeccable. Lettre de révocation d'autorisation d'usage de brevet numéro, j'ai tout lu, chaque mot, chaque clause. À compter de la réception de cette lettre, Industrie Technique Rhône-Alpes dispose de 30 jours pour cesser l'usage du brevet mentionné. J'ai signé à la fin avec mon nom complet, Marcel Lefebvre. Ma main n'a pas tremblé. Je n'ai pas hésité. Maître Bernard l'a mise dans une enveloppe recommandée avec accusé de réception. Je l'envoie aujourd'hui même. Dans une semaine, ils l'auront. Il m'a regardé. Des regrets? J'ai secoué la tête que non. Aucun. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je faisais ce qui était juste, que je me défendais, que je réclamais, pas de l'argent, pas du fric, de la dignité, du respect, de la justice. La lettre est partie ce même jour, et j'ai attendu tranquille, sachant que j'avais commencé quelque chose qui ne finirait pas bien pour eux, mais qui pour moi, c'était le début de la fin d'être invisible, d'être rien, d'être le père qu'on peut effacer sans conséquence. Une semaine plus tard, tout a commencé. Le lundi matin, Sylvie est entrée en courant à la maison avec son portable à la main. « Papa, regarde. » Elle m'a montré l'écran. Nouvelle dans le journal en ligne. Industrie Technique. Rhône-Alpes suspend ses opérations pour conflit de brevets. J'ai lu, le cœur battant fort. L'entreprise a annoncé hier la suspension temporaire de sa production en raison de problèmes juridiques avec un brevet essentiel à ses opérations. Des sources proches indiquent qu'un inventeur local a révoqué l'autorisation d'usage d'un capteur que la société utilise dans tous ses produits. Il y avait plus sur les contrats en danger, sur les pertes de plusieurs millions, sur le chaos interne. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément et j'ai senti de la satisfaction, sombre, profonde, mais de la satisfaction. Enfin, le mardi est sortie une autre nouvelle. Licenciement massif chez Industrie Technique Rhône-Alpes. J'ai lu avec Sylvie à côté de moi. L'entreprise a confirmé le licenciement de 23 employés, dont le responsable technique des capteurs, l'ingénieur Julien Lefebvre, accusé d'avoir dissimulé des informations critiques sur un brevet. Julien Lefebvre, mon fils, viré, accusé publiquement.
Sylvie m'a regardé. « Papa. » Je n'ai rien dit, j'ai juste rangé le portable et j'ai continué ma journée, travaillant au garage, comme toujours, comme si de rien. Mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose s'équilibrait, que quelque chose revenait à sa place. Ce même jour, les appels ont commencé. Mon portable sonnait et sonnait et sonnait. J'ai regardé l'écran. Julien. J'ai rejeté. Ça a sonné encore. Julien. J'ai rejeté. 20 fois. 30, 50. Je n'exagère pas. 50 appels en un jour. Je n'ai répondu à aucun. Des messages, des dizaines. Papa, s'il te plaît, réponds. J'ai besoin de te parler. Papa, je t'en supplie, rends le brevet. S'il te plaît, papa, ils vont me poursuivre. Je vais tout perdre, papa. 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 J'ai tout lu, sans répondre, sans rien sentir, juste de la satisfaction, froide, calculée, juste. Le mercredi matin, on a frappé à la porte, fort, désespéré. Papa, papa, ouvre s'il te plaît. Sa voix brisée, désespérée. Je me suis levé lentement. J'ai marché vers la porte. Monique me regardait depuis la cuisine, inquiète. « Tu vas ouvrir ?» ?»« Oui. » J'ai ouvert. Et il était là, Julien, mais pas le Julien en costume et cravate. Non, le Julien qui a réussi et qui est parfait. Ce Julien avait une barbe de 3 jours, des cernes profondes, un t-shirt froissé, un short de jogging, décoiffé, les yeux rouges comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi. Ou les deux. Papa, il m'a vu et il s'est effondré. Il s'est mis à genoux, là par terre, à l'entrée de ma maison. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai regardé d'en haut, à genoux, pleurant. Mon fils, celui que j'ai élevé, celui que j'ai aimé, celui qui m'a trahi. Lève-toi, j'ai dit froid, sans émotion. Il a secoué la tête que non. Non, pas avant que tu me pardonnes. S'il te plaît, papa, rends le brevet. Je t'en supplie. Je me suis baissé à sa hauteur, je l'ai regardé dans les yeux. Maintenant, je suis ton père, j'ai demandé. Maintenant que tu as besoin de quelque chose, il a acquiescé, désespéré. Tu l'as toujours été, toujours. Pardonne-moi, papa. J'ai été un idiot, un mauvais fils. Tu as été? J'ai dit, tu as été un idiot, un mauvais fils et un menteur. Il sanglotait fort, comme un enfant. Pardon, 1000 fois pardon. Tu sais ce que je t'ai dit il y a 2 semaines. J'ai demandé, ma voix qui montait. Je t'ai dit que ça faisait mal, que tu étais en train de m'effacer. Et qu'est-ce que tu as fait? Silence. Tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu allais arranger les choses et tu m'as effacé encore. C'est ça ce qu'un fils fait à son père. Non, il a sangloté. Non, pardonne-moi. Te pardonner? J'ai ri sans aucune joie. Pourquoi faire? Pour que dans 2 mois tu refasses pareil. Pour que tu me caches encore. Non, papa, je jure, j'ai compris. Tu n'as rien compris, tu as juste peur parce que tu as perdu, parce que tu n'as plus rien. Mais dès que tu trouves un autre boulot, dès que tu te relèves, tu vas encore m'oublier. Non, papa, je le jure devant Dieu. Je me suis levé. Il était toujours à genoux. J'étais mort aussi. Tu te souviens? C'est ce que tu as dit à de Montclair que j'étais mort. Eh bien, maintenant je le suis pour toi. Je suis vraiment mort. Son visage, l'horreur sur son visage. Ne dis pas ça, papa, s'il te plaît. Pourquoi pas? C'est toi qui l'as dit en premier. Sylvie est apparue à la porte, a regardé son frère avec mépris, avec douleur. Maintenant, oui, tu te souviens que tu as une famille? Elle lui a dit. Julien a regardé. Sylvie, s'il te plaît, aide-moi. Parle à papa. Elle a secoué la tête que non, c'est moi qui lui ai dit de se défendre. C'est moi qui lui ai dit de ne pas te laisser lui marcher dessus. C'est ta faute. Juste ta faute. Julien m'a regardé à nouveau. Papa, s'il te plaît, ils vont me poursuivre. Je vais tout perdre. L'appartement, la voiture, tout. S'il te plaît, rends le brevet. Je te donne ce que tu veux. De l'argent. N'importe quoi. De l'argent? J'ai répété. Tu crois que je veux ton argent? Je ne sais pas ce que tu veux. Dis-moi n'importe quoi. Je veux ma dignité. Je veux mon nom. Je veux que tu me respectes. Tu peux me donner ça? Silence. Long. Pesant. Monique est sortie de la cuisine lentement, s'est arrêtée à la porte,
à regarder Julien, son fils, celui à qui elle a donné naissance, celui qu'elle a élevé, celui qu'elle a aimé. Julien l'a vu. Maman. Elle l'a regardé avec ses yeux qui le connaissaient depuis avant sa naissance, et elle a secoué la tête légèrement, tristement. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé et elle est retournée à l'intérieur. Ce silence de sa mère était pire que n'importe quel cri, que n'importe quelle insulte. J'ai vu quelque chose se briser en Julien. Comme s'il comprenait qu'il n'avait pas perdu que moi, il avait tout perdu. Maman, il a appelé, mais elle n'était plus là, elle était déjà partie. Comme il est parti, comme il nous a quittés. Il a perdu son emploi, j'ai dit, debout au-dessus de lui, ferme, dur. Il a perdu sa voiture, il a perdu son appartement, il a perdu ses amis, il a perdu de Montclair, il a tout perdu. Maintenant, tu sais ce que c'est. Julien pleurait. Je sais déjà ce que c'est. Pardonne-moi. Et c'est quoi? J'ai demandé. J'avais besoin d'entendre. Horrible, horrible, papa. Je me sens vide, seul, perdu. Exactement. C'est comme ça que je me suis senti. Quand tu m'as vu et que tu as baissé les yeux, quand tu m'as renié, quand tu m'as effacé, comme ça, vide, seul, perdu. Pardonne-moi, il a répété, comme un disque rayé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu apprennes, j'ai dit, que tu apprennes que la dignité ne se vend pas, qu'un père ne se remplace pas, que le nom que tu portes a du poids, a un coût. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a répété. Désespéré. Je l'ai regardé. J'ai réfléchi. Je veux que tu travailles. Travailler? Oui, au garage avec moi. Son visage, la surprise, l'horreur. Mais je suis ingénieur. Tu étais ingénieur. Maintenant, tu n'es plus rien. Alors, soit tu travailles au garage en bas à nettoyer, à balayer, à apprendre, soit tu te débrouilles tout seul. Papa, ce sont les conditions. Je ne vais pas rendre le brevet. Ça ne va pas arriver. Mais je peux te donner du travail si tu veux. Si tu es prêt à t'humilier, à te salir les mains, à faire ce que j'ai fait toute ma vie. Silence long. Il digérait, il calculait. Et tu me paies combien? Cette question m'a tout dit. Il pensait encore à l'argent, il n'avait toujours pas compris. Le minimum, comme n'importe quel apprenti. Son visage s'est décomposé. On ne peut pas vivre avec ça. Alors ne viens pas, débrouille-toi tout seul. Julien s'est levé lentement. Ses genoux ont craqué. D'être resté si longtemps à genoux, il m'a regardé défait, humilié, brisé. Je vais y réfléchir. Réfléchis, j'ai dit, mais réfléchis vite, parce que la proposition ne va pas durer éternellement. Il est parti, marchant lentement, courbé, comme un vieux, comme moi. Sylvie a fermé la porte. « Tu as bien fait, papa ?» elle a demandé. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je sais juste que j'ai fait ce qu'il fallait faire. » 3 mois plus tard, Julien est revenu avec des vêtements de travail, avec de l'humilité, la tête basse. Je suis venu travailler et je l'ai mis à balayer, à nettoyer les outils, à faire ce que je faisais. Tous les jours, il vient tôt, il part tard, il ne parle pas beaucoup. Moi non plus. Nous travaillons en silence, côte à côte, avec les mains sales, lui apprenant, moi enseignant sans mots, juste avec des gestes, avec le travail, avec le temps. Nous sommes redevenus père et fils? Je ne sais pas. Pas comme avant. Peut-être jamais comme avant. Mais quelque chose est en train de changer. Lentement. Très lentement. Il apprend que le nom se gagne, que la dignité se respecte et qu'un père ne se remplace jamais. Je m'appelle Marcel Lefebvre, j'ai 67 ans. Je travaille dans mon garage avec les mains sales de cambouis. Et maintenant, Julien travaille avec moi côte à côte, en silence, avec les mêmes mains sales, apprenant ce qu'il n'a jamais voulu apprendre, valorisant ce qu'il n'a jamais valorisé. On ne parle pas beaucoup. Parfois, des jours passent sans échanger 10 mots. Mais il est là tous les jours. Il vient, il travaille, il s'en va, il revient. Nous sommes redevenus père et fils, pas comme avant. Ça s'est cassé. Mais nous construisons quelque chose de nouveau, sans mensonge, sans de Montclair, sans honte. Juste lui et moi, des Lefebvre tous les deux. Il n'a plus la voiture,
ni l'appartement, ni les costumes. De Montclair ne lui a plus jamais répondu. Le monde qu'il avait construit sur des mensonges s'est effondré, et il a dû revenir au garage, aux mains sales, à moi. J'ai bien fait. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur, mais là, je me souviens de comment il m'a renié, comment il m'a effacé, comment il a appelé un autre homme, papa. Et là, je sais que j'ai fait ce que je devais. Je me suis défendu, j'ai récupéré ma dignité, je lui ai appris que le non ne se change pas. Que la famille a son prix, que la dignité ne se négocie jamais. Et toi, si ton fils t'échangeait contre de l'argent, tu pardonnerais ou tu réclamerais le prix de ta dignité. Si cette histoire t'a touché, commente ici en dessous, laisse un like, abonne-toi, parce que le respect ne se demande pas, il se gagne ou il se réclame. Merci d'être là, de m'écouter, de me comprendre. D'où que tu regardes, merci. On se voit à la prochaine histoire. Que Dieu te bénisse.